Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est les secousses au sein de la relation franco-allemande, relation incarnée par Friedrich Merz et Emmanuel Macron, bien sûr. Dernier désaccord en date, l'avion de combat franco-allemand, le SCAF, que le chancelier allemand veut repousser, voire reporter, ce que regrette amèrement le président français. Nous, Européens, si on a le sens de l'histoire, on a intérêt à standardiser, à simplifier, donc avoir un modèle commun. Donc là, on a d'abord la décision stratégique, après on a eu les frictions entre les entreprises. Est-ce que ça doit décider pour autant de la stratégie des États? La réponse est non. Est-ce l'heure du divorce pour le couple d'Aspar, Macron-Merz? Les roucoulades du chancelier allemand avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, vont-elles achever d'isoler la France sur la scène européenne? Ce sera l'objet de notre débat avant qu'on vous retrouve, Marjorie Adelson et Xavier Mauduit, pour vos chroniques. Oui, Elisabeth, et vous avez vu ça, évidemment, ces inondations catastrophiques qui touchent l'ouest de la France, la Loire, la Garonne, en crue, les images sont saisissantes. Je vais vous parler, moi, des inondations de 1875 avec la visite d'un président. Lequel? MacMahon. Suspense. Ah, MacMahon. Et vous, Marjorie? On va partir en Italie, dans les Pouilles, où un symbole a disparu, l'Arche des Amoureux. Un célèbre bloc de rocher s'est effondré. La faute à qui? À l'érosion. À tout à l'heure. Et pour commencer, à la veille de sa tournée française, nous recevons la chanteuse Yoon Sun-na, une des voix les plus capiteuse, étrange et ensorcelante de la scène jazz. La sud-coréenne, francophone bien sûr, sort son 13e album, Lost Pieces, du jazz hybridé à la pop et à la music world. Une merveille absolue, on la retrouve tout de suite et carrément live. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Voilà, c'était Yoon Sun-na, Feeling Good de Nina Simone, interprété donc par notre invité. C'est un extrait de son précédent album. On la retrouve. Un an j'ai passé, les ailes chargées d'émerveillement. Vous l'avez senti autour de cette table. On la retrouve après son Profil idéal, réalisé par Gaël Legras. Yoon Sun-na, chanteuse de jazz depuis plus de 25 ans, vous vous considérez toujours comme une apprentie. Cette quête permanente explique-t-elle la richesse et l'éclectisme de votre univers? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1969 en Corée du Sud, à Séoul, votre enfance est rythmée par la musique classique. Votre père dirige le chœur national et votre mère joue dans des comédies musicales. Vous chantez pour le plaisir, vous gagnez un concours du Centre culturel de l'ambassade de France qui vous permet en 89 de séjourner ici quelques mois à Avignon puis à Lyon. À l'époque, vous écoutez Francis Cabrel et Morane. Votre deuxième période française commence en 95. Pendant 6 ans, vous étudiez le jazz dans une école parisienne. Votre premier album sort en Corée. Dès le début des années 2000, vous vous produisez dans de nombreux festivals français. Don't ask me how my sorrow will be Avec les albums Voyage en 2008 puis Same Girl en 2010, vous commencez à éprouver du plaisir, à vous sentir plus légitime. Raindrops on roses and whiskers and kittens.
Et si vous interprétez des classiques comme My Favorite Things, vos choix ne se limitent pas aux standards du jazz. Vous aimez aussi la pop, la musique brésilienne ou le rock, comme le fameux Hurt de Nine Inch Nails. What have I become? J'absorbe comme une éponge. Je pense que je suis chanteuse de jazz, mais avec beaucoup d'influence. Demain sortira votre 13e album, Lost Pieces. Are you searching for something else entirely? Depuis vos débuts, vous aimez répéter « Je suis une chanteuse coréenne, made in France ». Elle est avec nous après avoir chanté pour nous. La voici à notre table. Je vous présente Youn Son-na, Fanny Veil et Benjamin Sportouche, qui étaient terrassés par la sensibilité avec laquelle vous avez chanté cet extrait de Feeling Good de Nina Simone. Vous avez une voix incroyable parce qu'en fait, vous avez une voix de chanteuse d'opéra. Vous êtes une soprano et je crois que vous couvrez, c'est dingue, 3 octaves. C'est énorme. Donc vous montez très haut, vous descendez très bas. J'ai jamais vraiment compté en fait combien de registres. Je peux chanter, mais je pense que le fait d'avoir étudié le jazz m'a donné cette petite capacité de faire un peu comme je veux. Comme vous voulez. Et alors, autre particularité, vous chantez tout le temps, il paraît. Vous dites même, c'est une maladie, je chante dans l'ascenseur, dans le bain, dans la rue, partout. C'est la Youn Son-nite. En fait, vous chantez pour vérifier que votre voix n'est pas altérée, c'est ça? Oui, en fait, c'est une habitude. Je ne sais pas, en fait, des fois, quand je suis dans l'ascenseur, en fait, ma mère, elle fait un geste comme ça. Tais-toi. Tais-toi, en fait. Mais je suis un peu inconscient, en fait, quand je fredonne toute la journée. Mais les Coréens chantent énormément. Vous dites que c'est absolument consubstantiel à votre culture. Les Sud-Coréens chantent du matin au soir, à tout bout de champ, c'est ça? Comment vous savez? C'est vous qui l'avez dit dans vos interviews. C'est vrai. En fait, on est connus pour ça. En fait, on adore danser, chanter. Et dire que vous avez failli ne pas être chanteuse pour ne pas faire comme vos parents, c'était un peu ça, non? Oui, c'est vrai parce que mes parents sont musiciens. En fait, ils ont joué un rôle très important dans la musique en Corée, parce que mon père, il a fondé un chœur national et ma mère, elle faisait partie de la première génération de comédie musicale dans les années 60-70. Et c'était juste pendant la période de la reconstruction d'après-guerre. Donc, je les ai vus travailler matin et soir, la nuit. Donc, je me suis dit, non, en fait, ce métier me paraît très, très difficile. Donc, je voulais faire autre chose. En fait, j'ai travaillé dans une entreprise de mode. Mais finalement, je suis là. Oui, après 1000 vies, vous avez trouvé, entre guillemets, votre voix. Tout à l'heure, vous avez interprété Feeling Good de Nina Simone. Nina Simone, d'ailleurs, qui a vécu en France et qui est morte en France. Exactement. Et qui était une immense chanteuse de jazz, pianiste et aussi militante pour les femmes et pour les droits civiques. Ça vous touche? Vous venez d'un pays assez patriarcal, je crois. Et la lutte des femmes, le féminisme est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, c'est vrai. En fait, la société coréenne était très patriarcale. Mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir grandi dans une famille qui ne l'est pas du tout. Mais après, on change en fait. Je vois une évolution positive. Positive, très positive en Corée. Alors, on va évoquer l'évolution positive peut-être dans le milieu du jazz en ce qui concerne les femmes avec vous et avec Fanny, puisque le jazz semble un milieu très masculin, mais il y aura des progrès. Eh oui, on verra ça. En tout cas, en France, à l'heure actuelle, 1/4 seulement des artistes-interprètes de jazz sont des femmes, d'après une étude du Centre national de la musique. Alors, pour leur redonner toute leur place, des villes organisent des festivals de jazz à la programmation 100% féminine. Quelques exemples: Femmes du Monde, c'est en Auvergne, à Brioude. Jazz Girls Sing Jazz, en français Les filles du jazz chantent du jazz, au domaine de Casaban, en Occitanie. Et puis à Coutances, dans la Manche, les artistes féminines donc se réunissent pour un jazz camp, un stage de 4 jours, avec des échanges, des concerts centrés évidemment sur les femmes et le jazz. Mais si les artistes féminines sont moins nombreuses, elles sont en revanche, précisons-le, un tout petit peu mieux payées que les hommes, d'après toujours le Centre national de la musique, avec en 2024 un cachet moyen de 251 € par représentation pour les femmes, 240 pour les hommes. Youn Son-na, vous disiez vous-même il y a quelques années en interview que les choses commençaient à changer dans le milieu du jazz.
Comment vous expliquez aujourd'hui que les femmes soient tout de même encore minoritaires ? Je sais pas, en fait, c'est pas que dans le domaine du jazz, en fait, on voit ça partout, cette inégalité. Mais en même temps, je trouve que c'est très positif. Maintenant, on peut en parler ouvertement. Ouais. Et lutter contre le plafond de verre, oui, et exactement. tenter de faire des démarches pour faire évoluer la situation. Exactement. En fait, après, le jazz, c'est une musique de liberté, en fait. Je pense que les femmes ont vraiment leur place, en fait, pour enrichir le jazz, le monde du jazz. Mais dites, quel succès de la culture sud-coréenne, un Parasite, Palme d'Or à Cannes, Squid Game, série la plus vue de l'histoire de Netflix, Blackpink, groupe de K-pop qui remplit les stades. Comment vous expliquez ce succès, vous ? Quand vous êtes en France, comment vous l'expliquez ? En fait, même nous, les Coréens, nous sommes très surpris par l'ampleur de phénomènes qu'il y a. Justement, on met tout qu'il y a devant un mot qu'il y a pop, qu'il y a cinéma, qu'il y a food, qu'il y a beauty. Je ne sais pas, en fait. Parce que vous êtes les latins de l'Asie, c'est le surnom qu'on donne aux Coréens, les latins de l'Asie du Sud-Est. Exactement. Alors quoi, une joie de vivre, une sorte de démesure en fait, j'ai trouvé à la nôtre. Par hasard dans un revue, en fait, il y a même dans des textes écrits vers la fin du IIIe siècle. En fait, il parlait des Coréens, en fait. Le peuple coréen est de nature franche et droite et qu'ils aiment danser, chanter et boire. Et boire. Oui, avec modération, évidemment. À propos d'une spécificité, exception culturelle française, c'est les festivals de jazz en France, non ? Je crois qu'il y en a plus de 400. Vous avez été dans de nombreux festivals jazz sous les pommiers, Marciac, Marseille, Vienne. Et ça, c'est vraiment français. C'est un truc unique. Ouais, en fait, j'aimerais bien qu'en Corée, on ait autant de festivals de jazz. C'est quelque chose que... Comment le jazz est-il perçu en Corée du Sud ? Comme une sorte d'ovni où ça commence à percer dans les jeunes générations ? Ça commence parce que, grâce aux plateformes, par exemple, sur Net, et les jeunes, ils peuvent découvrir facilement un concert de Keith Jarrett, que pour moi, c'était impossible de voir Keith Jarrett. Voilà. Mais eux, pianiste. Donc, oui, en fait, ça commence. En fait, les jeunes sont de plus en plus curieux. En fait, ils font, ils osent en fait d'aller découvrir. découvrir. Et vous allez oser de faire une collaboration avec un chanteur de K-pop ou pas? Pas encore, mais j'aimerais bien, oui, parce que je les remercie d'avoir fait connaître la Corée, en fait. Oui, enfin, eux et vous, hein, pardonnez-moi, Yoon Sun-na, mais bon, voilà, c'est eux, mais c'est quand même beaucoup vous, même si vous vivez entre la France et la Corée. C'est votre 13e album, Lost Pieces, il est absolument magnifique. Le vinyle, évidemment, puisque le vinyle revient en force, le CD, voilà. Et puis vous allez faire un certain nombre de concerts, je vais les annoncer, mais en tout cas, merci d'être venu et d'avoir chanté pour nous avoir élevés ce soir. Merci infiniment, Yoon Sun-na. Merci encore. Et donc, vous serez en concert à Bordeaux le 7 mars, à Bourges le 10, au Bouffe du Nord à Paris entre le 27 et le 29 mars, et en Allemagne en avril. Vielen Dank. Voilà, et c'est précisément l'Allemagne et les accros à répétition dans la relation entre le chancelier Merz et le président Macron qui va être au cœur de notre débat. Dernier coup dur pour Emmanuel Macron, un Kasi-9 de Berlin sur le projet d'avion de combat franco-allemand. 6 moteurs franco-allemands broutent et se grippent, comme on dit. Quelles conséquences pour la France en Europe et pour la place de la France? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Devant les caméras, Emmanuel Macron et Friedrich Merz affichent une certaine complicité, comme la semaine dernière en Belgique. Je suis heureux qu'Emmanuel Macron et moi-même soyons presque toujours d'accord. Tout est dans le presque.
Car Emmanuel Macron a beau surjouer sa proximité avec le chancelier allemand, le prenant même par la main, les désaccords ne manquent pas. Pour preuve, hier, Friedrich Merz a quasiment enterré le projet d'un avion de combat franco-germano-espagnol à l'étude depuis près de 10 ans, estimant que l'Allemagne n'en a pas besoin. Emmanuel Macron n'a pas manqué de réagir ce matin. Nous, Européens, si on a le sens de l'histoire, on a intérêt à standardiser, à simplifier. Donc avoir un modèle commun. Les divergences éclatent au grand jour tant les deux dirigeants s'opposent sur la question d'une dissuasion nucléaire européenne, sur la rigueur budgétaire, le Mercosur ou encore sur l'attitude à adopter face à Donald Trump. L'un veut s'émanciper de la relation transatlantique. Europe has to become a geopolitical power in order to be much more independent. L'autre veut la préserver. À l'ère de la rivalité entre grandes puissances, réparons et ravivons ensemble la confiance transatlantique. Conséquence de ces tensions, Friedrich Merz se tourne de plus en plus vers la première ministre italienne, proche de Donald Trump. Giorgia Meloni doit s'habituer à jouer les premiers rôles sur la scène européenne. Il y a un moteur italo-allemand en ce moment. Il y a une convergence qui se développe avec le chancelier Merz sur beaucoup de sujets. Rome et Berlin ont signé une dizaine d'accords bilatéraux sur la défense, l'énergie, mais aussi la lutte contre l'immigration irrégulière. Alors un nouveau duo va-t-il devenir le moteur de l'Europe au détriment de la France? Crise passagère ou divorce imminent, Emmanuel Macron peut-il encore sauver le couple franco-allemand? On va voir ce qu'en pensent nos trois invités, à commencer par Britta Sandberg. Bonsoir. Vous êtes correspondante pour l'Europe du journal allemand, bien sûr, Der Spiegel. Magazine. Pardonnez-moi, la rigueur allemande à l'œuvre. Me voilà prise la main dans le sac. Voilà. Et selon vous, Britta Sandberg, les Allemands sont fatigués par l'attitude d'Emmanuel Macron. Il se pose comme le leader européen qui parle au nom de l'Europe sans prendre soin de s'accorder au préalable avec les autres pays. À côté de vous, Bernard de Montferrand, bonsoir. Monsieur. Bonsoir. Vous avez été ambassadeur de France en Allemagne de 2007 à 2011 et je précise que vous avez également été ambassadeur de France au Japon, en Inde, aux Pays-Bas et à Singapour. Et à propos du débat qui nous intéresse, c'est bien, vous considérez qu'il y a toujours eu des difficultés franco-allemandes, mais elles se sont toujours résolues car elles constituent les deux principales puissances européennes. Il est impossible de construire sans la France et sans l'Allemagne. Et à côté de vous, Paul Maurice, bonsoir, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, qui est rattaché à l'Institut français des relations internationales. Vous estimez qu'on fait toujours une fixation sur le couple franco-allemand, mais il y a toujours eu des crises et des tensions. Ce n'est pas pour autant qu'il faut imaginer un nouvel axe, en l'occurrence autour de Merzoni, autour de l'Allemagne et de l'Italie. Et on va démarrer ce débat avec le sigle du jour. Oui, SCAF, donc système de combat aérien du futur, c'est le projet d'avions de combat initié en 2017 entre la France et l'Allemagne, auquel s'est joint l'Espagne, avec un budget de 100 milliards d'euros. C'est le plus grand projet de coopération jamais lancé en Europe. Où faut-il alors parler au passé, Britta Sandberg, après les déclarations surprenantes du chancelier allemand Merz, qui a parlé de désaccord sur ce que doit être ce SCAF? Ça semble mal embarqué. Depuis longtemps, pas seulement depuis que Merz s'est prononcé. Ce projet a toujours eu des difficultés. Il a 10 ans, c'est ça. Oui, et depuis en fait 2017, oui, presque 10 ans. Oui. Et il y a déjà eu des rapports secrets du ministère de Défense en Allemagne qui a constaté que lors des négociations, on avait accordé trop de faiblesses. En fait, moi, je crois que le problème, c'est peut-être tout d'abord un problème au niveau industriel, puisque les partenaires du côté français ne se sont pas vraiment montrés très d'accord et coopératifs de partager. Enfin bon, je pense à Dassault. Oui. Et bon, ils voulaient protéger leur savoir-faire, ce qui est compréhensible, mais quand on fait un projet politique de cet ordre-là, la question c'est à quel point les intérêts nationaux et industriels pèsent sur un projet politique qui est devenu de plus en plus important, puisque maintenant, si on l'abandonne dans un moment géopolitique vraiment très décisif. Donc, et je crois que, selon ce que j'entends, il y a beaucoup d'experts qui disent quand même que il est peut-être plus probable qu'on met fin à ce projet que ça continue. Oui, mais Paul Maurice, est-ce que c'est plus un différend industriel que politique, vraiment? On a l'impression qu'il y a une très forte crispation tout de même.
Il y a une forte crispation, effectivement, politique, qui était jusque-là, comme l'a dit Brida Sandberg, limitée au niveau des industriels. Et le projet, qui est au départ un projet politique, avant d'être un projet industriel, était porté de manière très forte par notamment, mais pas seulement, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Boris Pistorius, ministre de la Défense allemand. Donc on avait une volonté politique qui restait. Ce qui est nouveau là, c'est qu'on voit des tensions à l'échelle politique, et notamment le podcast par le chancelier hier, et qui montre aussi les limites. La question qui se pose, c'est la question du besoin aujourd'hui, et c'est la question claire qu'a posée Friedrich Merz sur est-ce que les Allemands ont besoin d'un avion, parce que c'est un seul pilier du SCAF, l'avion. Oui, il y a d'autres aspects. Est-ce qu'on a besoin d'un avion drones, Il y a la question des drones, du cloud souverain, etc. Est-ce qu'on a besoin d'un avion aéroporté Les Français ont toujours répondu oui depuis 2018. Est-ce qu'on a besoin d'un avion qui peut porter des bombes nucléaires ? Les Français ont répondu oui depuis 2018. Et à l'époque, les besoins allemands n'étaient pas forcément les mêmes. Et aujourd'hui, ils ont évolué. On n'a peut-être pas intégré aussi assez ces évolutions. Mais Bernard de Montferrand, on pensait que le ton allait être moins sévère. Après, avec Scholz, ça se passait mal. Et en fait, il y a quand même des reproches qui sont assez durs de l'Allemagne vis-à-vis de la France sur ses efforts jugés insuffisants en matière de dépenses de défense. Et de venir faire la leçon à l'Allemagne, c'est mal perçu. Mais comment voulez-vous que ça ne soit pas un sujet infiniment sensible, extrêmement difficile quand vous traitez des questions de défense? Je vous rappelle qu'on est entre la France et l'Allemagne, qu'on est dans un contexte qui est extrêmement difficile, qui est beaucoup plus compliqué que la monnaie commune, parce que ça touche des choses qui touchent au cœur de la légitimité et des intérêts des pays. Bon, là, nous avions défini un projet, comme on l'a rappelé en 2017, où on avait à peu près les orientations qu'il fallait, à la fois des avions, et c'était un équilibre entre les chars, c'est-à-dire l'armement terrestre, et puis les avions. Les chars, les Allemands avaient le leadership, et pour les avions, c'était les Français qui avaient le leadership. Bon. Si vous faites un pas supplémentaire en matière de défense, en Europe, ça veut dire de créer de la confiance. Comment est-ce que vous créez de la confiance, sinon en créant des interdépendances? Je vous rappelle que quand on a créé Airbus, les Allemands Daimler, ils considéraient à l'époque l'aérospatiale et les Français, c'était pas très sérieux. Ils ont été voir British Aerospace. British Aerospace les a pris très haut. Finalement, ils sont revenus vers la France et au départ, Airbus, c'était très, très, très compliqué. On a trouvé un accord. Pendant 10 ans, les Français étaient furieux, en disant on a bradé aux Allemands notre aéronautique. Ce qui était faux, parce que finalement, aujourd'hui, quand vous voyez les choses qui se passent à Hambourg, ce qui se passe à Toulouse, etc., les Allemands aujourd'hui disent non, on a bradé notre aéronautique aux Français, puisque c'est à Toulouse que ça se passe. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dépasser les choses et de se dire on a besoin d'un avion de combat, parce que les F-35, ça va durer, il faut un successeur du F-35. Ça se passe dans 20 ans, ça. Et si on le fait aujourd'hui, le futur avion de combat, il arrivera sur les Bernard de Montferrand, tarmacs, l'avenir répondra, mais comme on a d'autres dossiers à évoquer au cours de ce débat, on va avancer. On verra ce qu'il en est du SCAF, mais là, on va avancer avec Fanny et avec vous trois à propos de l'armée allemande, Bundeswehr, donc, dans le texte, qui pourrait être la première armée d'Europe. Oui, en tout cas, c'est l'ambition du chancelier allemand. Une armée, je le cite, capable de tenir bon si nécessaire, face notamment à la menace russe, et, je le cite à nouveau, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, la Bundeswehr, l'armée allemande, donc, n'est que 3e dans l'Union européenne en termes d'effectifs, derrière la France et la Pologne. Pour devenir numéro 1, l'Allemagne vient de lancer son tout nouveau service militaire volontaire, avec à la clé pour attirer de jeunes recrues, des subventions pour passer permis de conduire et surtout un salaire mensuel de 2 600 €. L'ambition, c'est de passer de 184 000 à 260 000 hommes et femmes d'ici 2035. Pour les équiper, Berlin veut aussi acheter des blindés, des avions de chasse américains F-35, on en parlait à l'instant, mais aussi des armes et des munitions. L'industriel de l'armement allemand Rheinmetall a prévu de produire 1,5 million d'obus d'artillerie dès l'année prochaine. C'est plus, précisons-le, que la production américaine.
Au total, Berlin veut, dans les 3 ans, doubler ses dépenses de défense. Et puis il y a un autre tournant. L'Allemagne a commencé à déployer une brigade blindée en Lituanie. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des troupes allemandes seront basées de manière permanente dans un pays étranger. Alors, Britta Sandberg, la Bundeswehr, première armée européenne d'ici 10 ans. D'abord, est-ce que c'est crédible et est-ce qu'il faut s'en réjouir ou plutôt s'en inquiéter? Crédible, on va voir si ce sera la première. Enfin, est-ce que c'est important si c'est la première ou la deuxième? Je crois que le pas décisif, c'est que ce que Scholz a appelé la Zeitenwende, le tournant du moment, c'est vraiment... ça se précise maintenant. Et je crois que tout ça, c'est le point initial, c'est l'agression de la Russie par rapport à l'Ukraine. Donc c'était ce choc-là qui nous a rendu sensible au fait que non, on n'est pas à l'abri de la guerre ni du conflit à nos frontières et qu'il faut faire quelque chose. Donc pour l'Allemagne, c'est vraiment un effort considérable. Maintenant, il va y avoir des lettres envoyées dans les familles pour donc les jeunes hommes et femmes, s'ils veulent faire... Les femmes aussi? Les femmes peuvent le faire à base volontaire. D'accord. Il y a un autre sujet quand même de dissension entre les Paul Maurice, c'est la dissuasion nucléaire. Il va y avoir un discours très attendu d'Emmanuel Macron dans les prochains jours, fin février, début mars, pour proposer visiblement la dissuasion nucléaire à toute l'Europe. Et Merz dit non, mais moi je veux rester dans l'OTAN, je veux rester quand même sous le parapluie américain. Donc il y a une divergence qu'on n'attendait pas là. Oui et non, puisque de manière générale, la France n'a pas les moyens de remplacer la dissuasion nucléaire américaine. Personne en France n'assume le fait de remplacer complètement le partage nucléaire qui est aujourd'hui déployé en Allemagne, c'est-à-dire le fait que dans le cadre de l'OTAN, les avions de chasse allemands puissent transporter des bombes nucléaires américaines. La France n'a pas le nombre de bombes nécessaires et n'a pas la doctrine qu'il faut. La question, c'est celle de la dissuasion, dans la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire cette capacité qu'on va montrer aux autres dans la mesure de laquelle on est capable de protéger ses amis. Et c'est dans ce cadre que la discussion a lieu. Et il semblerait qu'il y ait et c'est ce que disait d'ailleurs dans ce podcast le chancelier Merz hier, qu'il y ait une ouverture, une discussion sur le sujet dont l'origine est au départ une demande du chancelier Merz dans le cadre de la campagne électorale. Donc tout ceci doit avoir lieu de manière diplomatique, de manière un peu secrète, et nous verrons ce qui est proposé par le président de la République. A priori, le 2 mars, il y aura peut-être d'autres détails d'ici là. Alors, on parle de diplomatie. La vision du diplomate, pas sur ça, pas sur la dissuasion nucléaire, Bernard de Montferrand, mais sur le nouvel emprunt européen qui est souhaité par Emmanuel Macron pour investir dans l'IA, la transition écologique, et qui semble poser un problème aussi au chancelier. Là aussi, il y a du dissensus. Une seconde sur l'armée allemande. Il n'y a pas de problème de la montée en puissance considérable de l'armée allemande et à nouveau de l'armée française, etc. Sinon, toujours un problème de confiance. Ce problème de confiance, c'est capital si on se trouve un accord sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et c'est là où c'est le problème de l'OTAN et d'une certaine autonomie européenne. Et je trouve que c'est beaucoup plus important que tout le reste. On peut, pensons-nous en France, avoir un pilier européen de l'Alliance et en même temps avoir une capacité autonome, c'est-à-dire ce pilier, il est soit pour l'Alliance, soit quand on veut travailler ensemble. Bon. Ça veut dire qu'il faut qu'on affirme ça et qu'on trouve une solution. Alors, c'était à vous que je pose la question sur le grand emprunt européen. Est-ce que ça contrevient aux règles allemandes sur l'orthodoxie budgétaire ? Puisque ça a l'air de poser des... Ça contredit surtout l'attitude allemande qui ne veut pas forcément prendre... De grand emprunt pour l'IA, pour la transition écologique. Pourquoi? Parce que l'écologie, c'est l'angle mort du point de vue du chancelier Merz. Non, il pense aussi... l'argument formulé par Merz, c'est aussi on ne résout pas tout par l'argent. Il faut d'abord des projets, et il faut d'abord discuter, il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire, et après... Mais bon, qu'il n'est pas un fan de Eurobond, ça c'est connu. Mais il est aussi contre cette attitude d'abord sortir de l'argent et après voir ce qu'on en fait. Paul Maurice, tout de même, on avait l'impression au début qu'entre Macron et Merz, il y avait une forme d'idylle, de reconstruction personnelle du lien qu'il n'y avait pas encore une fois avec son prédécesseur. Est-ce qu'il y a des choses qui ont achoppé récemment entre eux, notamment par exemple sur Vladimir Poutine qui a été invité à un G7 finalement qui n'a pas eu lieu à Paris au mois de décembre. Le chancelier allemand l'a mal pris, ce côté un peu égotique du président français?
Alors, je pense que la relation personnelle entre le président de la République et le chancelier Merz est toujours très bonne. Il n'y a pas de problème Meilleure personnel. que celle avec son prédécesseur. Vraisemblablement, je ne suis pas dans leur intimité, mais vraisemblablement, il y a une vraie intimité, une vraie proximité. On l'a vu à différents moments, au mois de mai, on l'a vu à Toulon, au Conseil des ministres franco-allemands, etc. Et puis après, il y a la politique. Donc quand Emmanuel Macron lui prend la main, tout ça est affectueux. Ça a l'air d'être le cas entre les deux hommes. Il y a une francophilie de Friedrich Merz. Il y a un vrai dynamisme, une vraie volonté d'avancer dans un aspect européen et donc avec la France. Sur les questions qui posent problème, bien entendu, entre la France et l'Allemagne, on l'a dit, il y a des sujets qui ont toujours été problématiques, les questions de défense notamment, et puis des questions qui ont trait aux attentes notamment économiques. Et on l'a vu récemment, il y a 2 éléments importants dans les conseils européens de décembre, la question des avoirs gelés, leur utilisation, les avoirs gelés russes, pardon, leur utilisation pour un emprunt pour l'Ukraine, et puis la question du Mercosur, qui ont été 2 points importants. Et je pense que, pour revenir sur ce qui a été dit sur les eurobonds, M. Merz n'a pas envie des emprunts européens, M. Merz n'a pas envie d'un autre emprunt, parce qu'il y en a déjà eu un à l'échelle nationale, c'est-à-dire la réforme du frein à l'endettement il y a un peu moins d'1 an, et son électorat, l'électorat libéral conservateur de la CDU, lui reprocherait d'encore emprunter pour un électorat qui est favorable à l'orthodoxie budgétaire dans une année électorale, 5 élections dans les Länder en Allemagne, et il y a vraiment des enjeux politiques. Mais pardon, Britta Sandberg, parce qu'il y a des enjeux politiques, quand même, il y a une faiblesse politique intérieure du président français aujourd'hui que Merz n'ignore pas, et du coup, il se dit, est-ce que je vais prendre des engagements avec lui, alors que dans 1 an, il n'est plus à la tête du pays, que l'extrême droite est peut-être, dit-on, aux portes du pouvoir en France. Est-ce que ça joue ? Moi, je crois qu'il y a 2 côtés de ce. Tout le monde sait que Emmanuel Macron ne sera qu'1 an et demi à l'Élysée maintenant. Donc, à la fois, ça crée une certaine pression de temps d'accomplir les choses qui sont encore possibles, puisqu'on ne voit pas qui est-ce qui va le suivre et est-ce que ça sera quelqu'un qui sera pro-européen. Donc, normalement, on a tout intérêt de faire ce qu'on veut faire assez rapidement. Donc, on sait qu'en armement et sécurité, ça ne va pas très vite. En même temps, c'est normal aussi que, sachant que ça va vers la fin, que Merz et d'autres vont voir aussi avec qui en Europe on peut avoir des relations politiques. Moi, je ne crois pas non plus que cette relation avec l'Italie et Mme Meloni est une nouvelle axe entre Berlin et Rome ou quelque chose comme ça. C'est simplement comme il y a eu d'autres accords entre l'Espagne et d'autres pays et que la France et l'Italie, c'est avec qui est-ce qu'on peut parler d'une façon raisonnable. En tous les cas, la Première ministre italienne, elle veut croire à cette Dolce Vita en quelque sorte entre Berlin et Rome. Écoutez ce qu'elle disait après sa rencontre avec le chancelier Merz, justement, le chancelier allemand, le 23 janvier dernier. Siamo le 2 principali potenze manifatturiere d'Europa, con sistemi produttivi e industriali che sono fortemente interconnessi. Qualche osservatore che diceva che il 26 sarà l'anno di Italia e Germania. Io non so dire se questa previsione corrisponde alla realtà. Quello che posso dire è che che intendiamo mettercela tutta, che intendiamo assolutamente fare la nostra parte per consolidare un'amicizia che è strategica. Bernard de Montferrand, c'est vraiment si anecdotique que ça, ce rapprochement entre les 2 pays. Quand même, ils ont signé une série d'accords sur l'immigration, l'automobile, des accords commerciaux. Ils sont d'accord sur le Mercosur. C'est pas rien. Moi, il me semble que la France a signé des accords avec l'Italie extrêmement étroits. Elle a signé des accords extrêmement étroits avec l'Espagne. Ça fait partie de tout l'ensemble des relations bilatérales en Europe. Moi, je dis, par exemple, on parle de l'Italie, du fait que l'Allemagne pourrait aller faire construire l'avion avec le fameux avion avec les Italiens. Il y aura autant de problèmes qu'avec la France, parce que quand vous alliez avec les Anglais, les Japonais et les Italiens, il faudra trouver du travail pour les entreprises allemandes, ce qui ne sera pas évident. Non, moi je reviens sur les histoires de financement de l'Europe. Effectivement, quand un président français qui dépense sans arrêt va dire à un Allemand il faut qu'on emprunte sur les marchés de capitaux, c'est pas très populaire en Allemagne, et je peux le comprendre. Et moi, je veux dire, je le comprends tout à fait. La chose fondamentale en Europe, c'est moins ça que de faire un marché de capitaux européen. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de marché de capitaux européen. Monsieur Galahaut, le gouverneur de la Banque de France, et Monsieur Nagel ont fait un article ensemble dans Le Monde il y a maintenant 7 ans
pour dire on va le faire tout de suite. C'est toujours pas fait. Donc l'épargne européenne, elle va financer en partie les déficits américains. C'est fou. Donc on a intérêt aujourd'hui à faire ça. Très bien. Et je rappelle que M. Nagel, le gouverneur de la Bundesbank, a dit mais au fond, s'endetter un peu plus au niveau européen, c'est pas si mal que ça. Donc ça prouve qu'on a un besoin de financement en Europe pour des dépenses considérables. On doit pouvoir trouver les moyens de le faire sans, comme disait l'autre, cramer la caisse, c'est-à-dire en respectant à peu près un certain nombre de règles qui rassureront les Allemands. Gardons un tout petit peu de temps pour évoquer... Je me rappelle que Bernard de Montferrand, vous êtes en train de manger le temps de vos deux co-débatteurs. Non, je voulais juste vous demander, est-ce que l'attitude d'Emmanuel Macron à propos du Mercosur a pu irriter Friedrich Merz? Bon, c'était pas non qui a dit oui, qui a dit non, qui a dit non, je n'y vais pas. À la ça n'a fin, pas aidé. Je crois que ça fait partie de plusieurs irritations. Parce qu'il y avait des gros enjeux ça fait plusieurs irritations. Économiques. Les avoirs russes gelés et le nom français étaient aussi certainement une irritation, comme c'était une irritation que le président de la République a envoyé son émissaire diplomatique Emmanuel Bonne à Moscou pour reprendre contact avec Poutine sans que c'était vraiment accordé avec ses partenaires européens. Paul Maurice, vous avez l'impression que les choses peuvent évoluer positivement dans cette relation d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron, alors qu'il y a aussi la pression de l'AfD, de l'extrême droite, sur Merz en ce moment, qu'on dit assez forte et qui peut jouer sur ces relations-là, au profit de l'Italie et de Giorgia Meloni. Sur les crises récurrentes entre la France et l'Allemagne, on a toujours trouvé des solutions, on a toujours trouvé d'autres moyens de faire différemment, des compromis. Et effectivement, il y a deux points que vous soulignez qui sont importants sur l'urgence actuelle, c'est les crises politiques internes, la montée des populistes, notamment d'extrême droite. Des deux côtés, en France et en Allemagne, et la situation internationale, la pression transatlantique, la guerre en Ukraine, et puis la question commerciale avec la Chine en embuscade. Nous en reparlerons vraisemblablement sous peu. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marjorie Adelson. On va évoquer la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime et la Loire-Atlantique. 5 départements en vigilance absolue par peur des crues liées à la tempête Pedro. Puis en Italie, une arche naturelle maritime dans les Pouilles, surnommée l'Arche des Amoureux, s'est effondrée le jour de la Saint-Valentin, bien sûr. Les Italiens ont le cœur lourd et c'est aussi un effet de l'érosion due au climat. Mais d'abord, le mot vedette du jour, ballon stratosphérique, c'est entendu. Pour évoquer ces ballons stratosphériques. Ce type de ballon stratosphérique. Une flotte de ballons stratosphériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Ballon stratosphérique, du grec ancien ballo, lancé, stratos, armé et sphaira, globe, désigne un aéronef s'élevant par la poussée d'Archimède jusqu'à une zone entre 15 et 50 km d'altitude. Le 16 février, le missel américain de la haute finance notait une résurgence du ballon stratosphérique dans les maraves contemporaines. Une technologie militaire issue de la Révolution française connaît une nouvelle vie sur le champ de bataille moderne piloté par l'IA. En effet, le lointain rejeton du ballon de Jacques Charles, gonflé à l'hydrogène pendant 4 jours en août 1783 avant de parcourir 16 km depuis le Champ de Mars, est un outil précieux pour les forces ukrainiennes. Éole a choisi son camp. En Ukraine, les vents de haute altitude soufflent vers l'est et les ballons stratosphériques dérivent naturellement vers la Russie. Chargés de leurres pour saturer la DCA ennemie, voire d'une farandole de petites armes kamikazes autoguidées, ils permettent à Kiev de fondre sur la Russie, ses raffineries ou même sa capitale. Les ballons de reconnaissance militaire ont pris du service lors de la Révolution française, puis pendant la guerre de sécession et la guerre franco-prussienne. Mais le premier ballon à atteindre la stratosphère le 27 mai 1931 est celui d'un savant suisse échevelé qui a servi de modèle à Hergé pour le personnage du professeur Tournesol. Le ballon stratosphérique n'a pas qu'une vocation militaire. Il peut compléter le travail d'un satellite, étudier le chaos climatique. Dans ce but, en 2024, le CNES a fait traverser l'Atlantique à un ballon géant de 100 mètres par 120 mètres, capable d'engloutir Notre-Dame. Ou encore prochainement divertir de riches touristes bien décidés à se faire plaisir. Merci Thibault Nolte. Vous revoici tous les deux pour vos chroniques. Marjorie et Xavier Mauduit. Il est question d'eau. Il est question de montée des eaux beaucoup. La tempête Pedro, conséquences dévastatrices des inondations dans tout l'ouest de la France, des crues historiques de la Loire et de la Garonne. On en parle depuis des jours et des jours. Vous nous conduisez où ça ?
sur la Au Garonne. bord de la Garonne en 1875. Exactement, Elisabeth, le 23 juin 1875, parce qu'après des pluies incessantes et en raison de la fonte des neiges, la Garonne est en crue. Elle est au-dessus de 10 mètres de son niveau habituel. Ce sont des inondations absolument catastrophiques, bien pires que celles qui avaient eu lieu 20 ans auparavant, hein, déjà en 1855. Et c'était pourtant dans les mémoires. Vous savez, quand on regarde les descriptions de ce temps passé, on se dit que ça ressemble énormément à ce qu'on connaît aujourd'hui. On a des débris charriés par des eaux jaunâtres, on a des maisons qui s'effondrent, on a les cadavres des animaux, les gens qui se réfugient sur les toits, et puis il y a la douleur, il y a le deuil, et dès lors, il faut trouver les mots justes. Vous avez un journaliste, Eugène Bresson, c'est le rédacteur en chef du journal La Réforme, un journal toulousain, qui lui compare le fleuve à un animal sauvage, terrifiant, qui a rompu sa chaîne et qui rugit avant de se précipiter sur ses victimes. Il parle même de monstrueuses machines de guerre. Mais dans le même temps, il évoque les actes d'héroïsme, l'héroïsme des secourismes, des gens, des actes individuels, et puis la solidarité, bien sûr. Et puis la visite du président de la République, Patrice de MacMahon, les paroles très fortes du président de la République, mais il n'évoque pas une phrase qui pourtant est sans cesse associée à ces inondations. On demande une réaction au président de la République et là, il dit que d'eau, que d'eau. Et le préfet à côté répond, et encore, monsieur le président, on voit que le dessus. Bon, ils l'ont dit ou c'est apocryphe? Pour le préfet, non, ça c'est sûr. Pour MacMahon, mais MacMahon, vous savez, il est réputé pour son éloquence maladroite et la phrase, c'est probablement, même quasiment certainement, une invention de ses opposants républicains qui veulent ridiculiser ce président de la République qui, c'est paradoxal, est un monarchiste. Et puis c'est un type qui est plutôt très dur. Vous savez, ici, les Républicains, ils ne se sont pas inspirés de rien. Quand vous regardez sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France, vous trouvez des références de journaux 50 ans auparavant qui vont vous dire « Ah, que d'eau ». Mais vous voyez, c'est un peu une manière littéraire pour se moquer devant la mer, « Que d'eau ». Mais de manière beaucoup plus sûre, vous avez un opéra comique en 1865, Le Voyage en Chine, opéra d'Eugène Labiche, célèbre Eugène Labiche, et puis d'Alfred Delacour. Donc là, il y a un que d'eau. Donc 1865, on est juste 10 ans avant les innovations. On source la formule. Voilà, non, mais c'est ça, c'est la référence qui vient à l'esprit et qui fait que MacMahon est associé à que d'eau. D'ailleurs, il ne peut pas s'en défaire de cette référence et qui entre dans notre langue. Hein. Aujourd'hui, dire que d'eau, c'est pour évoquer de manière ironique quelqu'un qui est devant quelque chose d'absolument immense. Si on n'en parle pas à ce moment-là, en 1875, c'est sans doute qu'on n'a pas envie que la souffrance des gens soit submergée par juste une petite phrase d'un type aussi critiquable soit-il et qui trouve ses origines d'ailleurs dans l'opéra. Et quand il est mort, les Républicains ont dit que d'os, c'est ça peut-être à propos de MacMahon, allez savoir. Merci Xavier Mauduit. Marjorie, en Italie, une tempête a détruit un lieu incroyablement célèbre dans les Pouilles. Et là aussi, c'est maritime et l'eau est là. Exactement, un symbole des Pouilles donc, qui s'est effondré. On l'a surnommé l'Arche des Amoureux, l'Arco degli Innamorati en italien. Pardon pour mon accent, j'ai fait LV2 espagnol. Une arche magnifique, donc dans un décor, vous le voyez, paradisiaque. Cette Arche des Amoureux était en fait un pilier de roches détachées de la falaise par érosion. On pouvait la voir sur la côte adriatique, pas très loin de la ville assez connue de Lecce. Alors pourquoi ce surnom? Eh bien parce que des milliers de touristes venaient la visiter chaque année. Parmi eux, bon nombre faisaient leur demande en mariage pour montrer aux yeux de tous leur amour. Ironie du sort, l'Arche des Amoureux s'est effondrée le 14 février, jour de la Saint-Valentin. En cause, la grêle, les vents violents et la mer agitée de ces derniers jours. Tout ça a donc créé une érosion soudaine qui a provoqué l'écroulement. Mais alors cet effondrement, il faut savoir que c'est loin d'être un événement isolé. Dans les Pouilles, on estime que plus de 50% des côtes seraient menacées par ce phénomène. Et alors c'est un coup dur pour le tourisme? Oui, parce qu'en fait, il y a une grande partie du littoral rocheux qui pourrait aussi s'effondrer, car tout au long de la falaise, en fait, on trouve de très nombreuses fissures. Alors, est-ce que les touristes vont bouder le coin parce que l'Arche des Amoureux n'est plus? Il y a peu de chance, hein. On rappelle quand même que l'eau reste turquoise et que la nourriture italienne est délicieuse. Et au pire, ça fera quelques Instagrammeurs en moins. Alors à Malte, il faut savoir que cet événement, il y a eu aussi un événement très similaire à Malte qui s'est produit cette fois-ci en 2017 avec la Fenêtre d'Azur que vous voyez. C'était une arche très touristique aussi, située sur l'île de Gozo. Elle avait aussi succombé au passage d'une tempête, laissant les habitants orphelins.
Alors à l'époque, il y avait un cabinet d'architecture qui avait même proposé un projet pour reconstituer cette arche manquante. Vous le voyez, une sorte de musée construit autour des roches restantes dans une structure en acier. Personnellement, je trouve ça très moche. L'objectif, on est d'accord, l'objectif, c'était de conserver la fréquentation touristique et de laisser une empreinte de cet événement. Heureusement, le projet n'a jamais vu le jour, mais pourtant, il est resté très touristique. Mais au final, c'est peut-être ça. C'est les touristes. Exactement, c'est peut-être ça le problème, car l'érosion soudaine, oui, on l'a compris, c'est dû aux intempéries, mais par contre, l'érosion progressive, eh bien, elle est amplifiée par la fréquentation massive et donc par les touristes. Suite donc à cet effondrement de l'Arche des Amoureux, certains habitants commencent un petit peu à plaider pour encadrer tout ça, le nombre de visiteurs, à créer par exemple des circuits de randonnée alternatifs et aussi à sensibiliser le public. Et oui, chers amis romantiques, il existe d'autres endroits moins friables pour faire votre demande en mariage. Et puis surtout, franchement, entre nous, les demandes en mariage en public, c'est très pas très 2026. Voilà. C'est très démodé. L'Arche des Amoureux, en fait, elle s'est écroulée, petit parallèle, après des années de splendeur. Alors, est-ce qu'il faut y voir, au final, une sorte de métaphore de l'amour ou, au final, un petit rappel que rien n'est jamais gravé dans la roche? Eh oui, l'impermanence. Merci à tous et merci à vous. Demain 20h05, des clubistes et un exquis Renaud Dely. Tchuss.